Quand on parle de professions qui sont réglementées, on ne termine pas en 3 mois. Et il y a un ping-pong entre le candidat et le ministère, savoir exactement si c'est les bons documents, si ce n'est pas les bons documents. Si on veut encore approfondir, si le ministère veut approfondir, aller retrouver des documents, aller retrouver des attestations d'un établissement quand on est à distance, ce n'est pas pratique. Vous le savez, vous avez l'habitude, si vous nous suivez, d'écouter nos émissions lorsqu'on parle d'équivalence de diplôme, lorsqu'on parle de préparation aux examens. Mais aujourd'hui, on a décidé avec Esther Blum, ici présente, de vous parler de la constitution du dossier. Pourquoi c'est tellement important de faire ces démarches avant la Alia. Esther Blum, qui est responsable des relations avec la Knesset pour Qualita, est avec nous pour les équivalences de diplôme, évidemment. Bonjour Esther. Alors, on a choisi de parler de ce sujet parce que c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps beaucoup de gens qui grognaient en disant oui, mais les Français, on est toujours les dernières roues du carrosse, la dernière roue du carrosse. Les Russes, c'est plus facile. Les Américains, on leur fait tout. Ils arrivent, c'est fini. Et nous, c'est toujours très compliqué. Pourquoi ça prend des années? Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui se plaignent. On a décidé de remettre les choses à leur place. Oui, bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Alors, pourquoi Esther, il faut constituer son dossier avant l'ALIA? Je voudrais revenir déjà au point juste avant. Oui, okay. La grande problématique, tout le monde se dit, oui, c'est plus facile pour les autres Olim Khadashim, pour les Américains, ils n'ont pas de reconnaissance à faire, c'est reconnu automatiquement. Les Russes, pareil, ils n'ont pas de reconnaissance à faire. On raconte beaucoup de bêtises en même temps. Mais alors, il faut dire que la reconnaissance, en fait, elle est dans la loi. C'est-à-dire les méthodes de reconnaissance, elle est dans la loi israélienne et donc elle est la même pour tout le monde. Si quelqu'un doit passer un examen, donc souvent on dit mais quoi, les Américains aussi passent un examen? Oui, si le Français doit passer un examen, l'Américain aussi va passer un examen. La seule profession où il y a une différence, c'est les médecins. Et pour ça, les Français et les anglophones, dont les Américains, ne passent pas d'examen, d'accord ? Mais les autres pays, il y a oui un examen. Sinon, pour tout le monde, la procédure est exactement la même. Okay. La différence vient justement sur ce point que vous voulez, dont vous voulez parler aujourd'hui. Ça veut dire que les Américains sont mieux préparés que les Français quand ils montent en Israël. Les Américains, en fait, ont préparé tout leur dossier avant d'arriver en Israël. Ils ont, pour la plupart, en fait, le dossier, une fois qu'ils arrivent en Israël, ils peuvent déjà se présenter à l'examen. D'accord, si examen il y a, ils peuvent déjà, tout est déjà, ils savent exactement quelle est leur situation face au ministère. Le dossier est fait. Les Français, pas vraiment. Ben non. Alors, c'est rare, disons, c'est très rare. On commence à avoir, disons, une prise de conscience. L'agent juif travaillant dessus, nos collègues travaillent dessus à l'agent juif à Paris. On commence à avoir une prise de conscience à ce sujet. On a de temps en temps des personnes qui viennent et qui le font avant la Alia, mais pas assez. Alors, on va être pratique, en tout cas, on va essayer. Pourquoi c'est tellement important en termes de temps? Est-ce que c'est significatif? Ça prend combien de temps quand on n'a rien fait, qu'on arrive le nez en l'air et la fleur au fusil, comme on dit, sans avoir rien préparé? Combien de temps ça prend au niveau de la procédure de reconnaissance? Alors, la procédure, il y a 2 procédures de reconnaissance. Bien les sûr. Diplômes universitaires qui sont une procédure et les professions réglementées. Pour les professions réglementées, la procédure peut prendre jusqu'à 3 ans. C'est des fois même mais plus. C'est un truc de fou. Oui, je sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive en Israël avec sa famille, ses enfants, etc. On se dit, bon, allez, dans 3 mois, je travaille. Exact. Et au bout de 3 ans, on n'est toujours pas autorisé à travailler parce qu'on n'a pas constitué le dossier en France. Voilà. En France, ou parce qu'on a du mal à le constituer une fois arrivé en Israël, on a du mal à retrouver les documents qu'on nous demande. Alors, vous grillez des étapes. On ne grille pas les étapes, donc 3 ans de procédure. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. Je me base en fait sur ce chiffre, sur une étude qui a été faite au ministère de l'Intégration il y a à peu près 6 ans. Ils ont vérifié justement le temps que prenait la procédure pour les professions réglementées entre l'arrivée en Israël et le temps où en fait le moment où on a son permis de travail. D'accord. C'est une moyenne. Alors, si on avait fait les démarches avant, qu'est-ce qu'on doit faire pour constituer ce dossier et combien de temps on gagne? Alors, on peut gagner jusqu'à 2 ans. Facilement, des fois 1 an et demi, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, d'accord ? Mais on va gagner au moins 1 année, d'accord ? Dans cette
C'est incroyable. processus. C'est vraiment incroyable. Oui, parce qu'après, de toutes les façons, on a le temps de l'Ulpan d'hébreu, d'accord? Donc, on va avoir le temps où on va étudier. Et après, en fait, il faut savoir si déjà on s'est préparé à l'examen ou si on ne s'est pas préparé à l'examen. On a eu là, la dernière session, 2 personnes qui sont kinésithérapeutes, qui ont constitué leur dossier avant la Aliyah. Les dossiers ont été validés avant la Aliyah. Ils se sont présentés, ils se sont préparés à l'examen avant. Ils se sont présentés en tant que touristes. Là, ils sont encore en France. Ils vont bientôt faire leur Aliyah. Le jour où ils font leur Aliyah, ils vont recevoir directement leur permis. Et donc là, c'est day one, le premier jour, ils peuvent directement commencer à travailler. Incroyable. Ça leur a pris combien de temps de France ? Une bonne question. Une des 2 personnes, ça lui a pris à peu près 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus rapide, en fait. 6 mois. Ben, oui, il faut dire aussi qu'il y a un examen. Cette personne venait juste de terminer ses études. D'accord. Donc elle s'est présentée à l'examen juste après avoir terminé ses études. Donc là, on grille des étapes automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut apporter comme papier et pourquoi c'est tellement difficile de le constituer, ce dossier ? Alors, d'une façon générale, quand on est au milieu de carrière, d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder son diplôme le plus élevé. En France, c'est comme ça qu'on fait. En France, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, on prend le bac, on jette le bac. Si on a un master 1, par exemple, le bac, on le garde, mais bon, le reste. On va jeter. Ah non, hein, j'ai des personnes qui arrivent, me disent, moi, j'ai gardé le diplôme le plus élevé, qui est mon master 1. La licence, je sais pas. Ça, je sais pas. Non, j'ai pas gardé, etc., etc. Donc, on va se retrouver. En Israël, ça marche pas, ça. En Israël, ça marche pas du tout. Il faut tout reconstituer, en fait. En Israël, on demande à reconstituer, on demande tout le parcours. D'accord ? Donc, dans certaines professions, on va dire les documents requis ne sont pas les mêmes. Donc là, on va donner des exemples, d'accord, il faut vérifier ensuite au cas par cas. Par exemple, pour les pharmaciens, on demande le bac, d'accord ? Donc, est-ce qu'on a gardé son bac ? Est-ce qu'on n'a pas gardé son bac ? D'accord ? Bon, on est quand même pharmacien, donc on a étudié quand même pas mal d'années. Ensuite, si on a étudié, on en a travaillé, etc., c'est pas toujours le document qu'on va garder. D'accord ? Ensuite ? Après le bac, il nous faut les relevés de notes. Alors, pas pour toutes les professions. D'accord, dans certaines professions. Ça, c'est sûr que les gens ne le gardent pas. Ça, c'est sûr c'est très, très courant qu'on ne les garde pas. Alors, comment on fait pour récupérer ces relevés de notes ? C'est très compliqué. Soit on les a gardés, soit si on les a pas gardés, il va falloir se retourner donc vers l'établissement dans lequel on a étudié. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Pour certains, en tout cas, j'imagine. Alors, je peux dire qu'à 98%, on a réussi à reconstituer l'ensemble des dossiers. D'accord ? Aujourd'hui, il y a une fac, et je crois que c'est la Sorbonne, qui n'a rien gardé. Et donc ça, c'est un peu plus difficile. Mais on arrive, disons, pour les personnes, on arrive à reconstituer des parcours, on arrive à avoir des attestations, et c'est pour ça de le faire en amont. Donc, parce que justement, si on n'arrive pas à retrouver ces relevés de notes, on va essayer d'être créatif et dire qu'est-ce qui peut remplacer ces relevés de notes, d'accord ? Donc se retourner soit vers l'établissement qui ne peut pas donner le relevé de notes de la personne, mais il va pouvoir, par exemple, donner le syllabus de l'époque et de dire Madame Cathy, d'accord, a étudié de telle année à telle année, suivant ce relevé de notes, suivant ce syllabus, suivant ces cours qui étaient à son époque. Alors ça devient très compliqué, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en Israël, on nous demande aussi non seulement le relevé de notes, mais aussi parfois les matières étudiées et les stages. C'est vraiment une enquête de police, quoi. Exactement, c'est malheureusement le terme qu'on peut employer, tout à fait, parce qu'en fait, Israël et donc les différents ministères va faire une évaluation par rapport à ce qui est enseigné en Israël. D'accord ? Donc, il va faire du one-to-one, il va vérifier est-ce qu'il a bien étudié telle matière. Nous, on enseigne telle matière. Donc, on veut valider, en fait, le contenu de la formation, pas parce que l'école dans laquelle la personne a étudié est prestigieuse, parce qu'on a quand même des personnes qui étudient dans les grandes écoles, dans des grandes facs, etc. Mais pour voir, pour faire justement comparer si le contenu des études est le même. D'accord ? On arrive justement à des résolutions, par exemple, pour les psychologues, ok, où on demande le syllabus du cours. Le syllabus du cours, c'est-à-dire, c'est pas uniquement l'intitulé, mais le contenu du cours. Et donc, il faut retourner à la fac et demander donc des détails sur le contenu du cours qu'on a suivi. On a bien compris, vraiment, que ça prend du temps et que c'est compliqué, etc. Mais justement, est-ce que
j'imagine, vous avez dû avoir des gens comme ça qui ont débarqué dans votre bureau en se disant, bon ben voilà, nous en France, c'était compliqué, on devait travailler, la famille, préparer les dossiers, la LIA, préparer tout ça, on n'avait pas le temps, il fallait gagner de l'argent pour économiser, etc. Donc on s'est dit, on va faire notre ALIA, on est tranquille, on a l'ULPAN, les enfants sont à l'école, nous on travaille pas, allez, en 3 mois, on termine. Alors, encore une fois, quand on parle de professions qui sont réglementées, on ne termine pas en 3 mois. Et il y a un ping-pong entre le candidat et le ministère, savoir exactement si c'est les bons documents, si ce n'est pas les bons documents, si on veut encore approfondir, si le ministère veut approfondir et veut plus de détails. Et donc là, si en fait on est en Israël à ce moment-là et qu'on n'est pas en France, aller retrouver en fait, surtout dans cette période de Covid, mais même quand on n'est pas en période de Covid, aller retrouver des documents, aller retrouver des attestations d'un établissement quand on est à distance, c'est pas pratique. Et quand on a 30 ans d'expérience, par exemple, parce que c'est entièrement faisable. C'est entièrement faisable. À peu près tous les établissements, faisable, mais ça prend énormément de temps. Tous les établissements ont des archives et ça prend du temps. Voilà. Déjà, donc voilà, il faut créer un lien, etc., avec le secrétariat de l'établissement et après que la personne ait du temps justement pour aller rechercher les archives. Donc ça ne sert à rien d'être jaloux des Américains. Il faut juste faire comme eux en fait. Bien fait, tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Ça veut dire c'est pas parce qu'ils ont, je sais pas moi, des gens ou du piston, peu importe. C'est pas du tout ça. Ils ont une préparation avant la LIA, d'accord. Dans le cadre de cette préparation, ils déposent leur dossier avant la LIA. Et c'est ce qu'on préconise, c'est-à-dire qu'à la limite, on ne permet pas la LIA tant que la personne, en fait, c'est pas qu'on ne permet pas, c'est dans la mentalité aussi. L'Américain ne va pas partir tant qu'il n'a pas un accord de principe. D'accord. Bon, alors, en tout cas, pour être reconnu dans son domaine, bien sûr. Dans son domaine, bien sûr. Donc, on peut tout faire. Vous pouvez bien sûr aider à distance. Alors, nous, on peut aider à distance. Maintenant, il y a un département dédié à l'Agence juive à Paris, qui est le département emploi, d'accord. Donc c'est au niveau du partage de travail, c'est le département emploi qui s'occupe à distance, avant d'arriver en Israël, de tous les dossiers, d'aider à la constitution de ces dossiers. Peu importe la profession. Oui, tout à fait. Remplir les formulaires avec eux, être un interlocuteur face au ministère. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut aller voir ce bureau emploi à l'Agence juive si on est, par exemple, 2 ans avant la LIA? Parce qu'après tout, on comprend qu'il faut se préparer. En général, il faut déjà avoir un dossier ouvert. Un dossier. Mais on peut ouvrir son dossier, c'est dans 2 ans, on va partir dans 2 ans, mais au moins, on se prépare comme il faut, quoi. Tout à fait. La première chose déjà qu'on peut dire, qu'on conseille, c'est d'écouter Studio Kelita. Ouais, bien sûr. Et d'écouter, mais vraiment... C'est-à-dire pourquoi c'est extrêmement important au-delà. Il y a quand même une richesse incroyable. Non, il y a une richesse incroyable d'informations qui circulent ici. D'accord, et c'est justement pour faire passer, Cathy, quand vous faites des interviews d'Alia Story, les personnes en fait partagent les problématiques et la façon dont ils ont fait en fait. Et donc quand on fait une recherche sur le site, on peut très facilement retrouver des personnes qui ont le même profil et de les écouter et de savoir en fait quelles ont été leurs difficultés. Et on peut les contacter aussi, en plus. On peut aussi les contacter. Quels ont été, disons, les bonus enfin, qu'ils ont partagés dans cette émission. Donc ça, c'est aussi très important. Voilà. Bon, alors, en tout cas, on a bien compris que c'est possible. Et ça, c'est intéressant de dire, parce que je l'ai noté, qu'on peut passer aussi son examen en tant que touriste dans son domaine. Donc ça, c'est très, très important. On peut gagner énormément de temps et arriver, en tout cas, ne pas se retrouver, parce qu'on dit, oui, la LIA, c'est très compliqué, etc. Évidemment, on peut imaginer si une famille de 5 enfants arrive avec un chef de famille qui ne peut pas travailler pendant 2 ans, on imagine que ça peut être vite la catastrophe. Alors, il y a beaucoup de personnes qui baissent les bras, qui décident de faire autre chose, de changer de job. De changer de métier. Mais c'est assez rare quand même dans les professions réglementées parce que c'est des personnes à vocation, en général. Ouais. C'est des personnes qui ont étudié énormément d'années. Non, mais ce qu'on comprend en vous écoutant, Esther, c'est qu'on peut l'éviter, tout simplement, en le faisant avant. On peut tout à fait l'éviter. Je voudrais quand même citer quelques-uns des documents, en fait. On a parlé du relevé de notes, d'accord ? Ouais, donc ça, c'est extrêmement important. Bien entendu, le ou les diplômes, d'accord, eux-mêmes. Des fois, les rapports de stage sont nécessaires. Ça dépend des professions, mais dans certaines professions, les assistantes sociales, les infirmières, les rapports de stage sont extrêmement importants. Il faut des attestations de l'employeur. Les attestations de travail aussi, dans certaines professions. En disant, voilà, c'était un bon élément, etc., des choses comme ça Non, c'est pas de savoir que c'est un bon élément, c'est de savoir que dans les 20 dernières années, la personne, en fait, a exercé la profession.
D'accord. Si c'est, comme on a dit, un infirmier ou un kiné, on veut savoir en fait si la personne est inscrite à l'ordre, d'accord. Si ordre il y a en France en tout cas, qu'il n'y a pas eu en fait de condamnation ordinale, ça aussi c'est important de savoir. Mais il faut voir la liste en fait des documents par profession varie. D'accord. Et donc, il faut s'informer pour savoir quelle est la liste des documents. Est-ce qu'on monte, par exemple, sur un site pour avoir la liste de ces documents ? Est-ce qu'on vous contacte à vous ou alors est-ce qu'on va à l'agent juif au bureau emploi ? Alors, on peut trouver en fait toutes ces informations, les procédures aussi et les listes de documents pour la constitution du dossier sur le site de Qualita, c'est hub-emploi.org.il. Une fois qu'on a pris connaissance en fait de la procédure et des documents à rassembler, on rassemble les documents et on se tourne vers l'agent juif si on est avant l'ALIA, si on est après, bien entendu, avec plaisir, se tourner vers nous. Alors, vous l'aurez compris, on explique, c'était important cette émission, parce qu'on parle toujours de se préparer avant l'ALIA, mais parfois ce sont des termes génériques et concrètement, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, se préparer avant l'ALIA, quand on a un diplôme, une profession réglementée, on a compris ce qu'il faut faire, ça veut dire vraiment constituer le dossier demandé par l'administration israélienne. En tout cas, merci beaucoup Esther pour toutes ces précisions. Merci Cathy. On comprend mieux l'importance de la préparation. Vraiment, j'espère qu'on vous aura donné, malgré la surcharge de travail que vous avez sûrement, vous aura donné envie de vous préparer au mieux avant. Voilà, mieux parce que si on le fait avant, on va gagner énormément de temps et ça sera toujours beaucoup plus facile de le faire. Même si en fait, avant l'ALIA, on se dit, je suis en train de préparer, je suis en train de faire. Quand on arrive en Israël, on aura encore moins de temps. Et en plus, on n'aura pas d'entrée d'argent puisqu'on n'est pas en train de travailler. Donc, consacrez du temps avant votre ALIA. Ah ça, ok. Merci beaucoup Esther Blum. Merci Cathy. Ciao.